Bonjour à vous toutes et à vous tous. Une nouvelle semaine de Sguardo et nous accueillons Jean-Charles Orsucci. Bonjour. Bonjour. Le maire de Bonifacio, mais pas que. On va parler puisque vous êtes actuellement dans des représentations nationales aussi, on va dire. Vous avez intégré à nouveau la majorité, on va dire, d'Emmanuel Macron. Vous êtes Je suis membre d'un des principaux partis de la majorité, à savoir Renaissance. Je suis au bureau exécutif de Renaissance, pour être précis. on va en parler justement de cette présence. Et de ce qui se passe au niveau national avec ce remaniement, avec cette motion de censure, aujourd'hui avec François Bayrou à la tête du gouvernement et Emmanuel Macron qui a du mal dans tout ça. Son rôle a changé, hein, il faut être très clair. Après son choix, et je crois qu'il l'a assumé, hein, il a même un peu battu sa coulpe sur le fait qu'il ne pensait sûrement pas à ce résultat-là. Alors, toujours facile de dire après coup, hein, c'était pas bien, il a eu tort. Je me souviens que le soir des élections européennes, j'ai été le premier à dire il a raison, il faut redonner la parole au peuple, etc. Bon, le peuple, après d'ailleurs, je continue à penser que le peuple a tranché, hein, et que Emmanuel Macron, donc il y a une conséquence à tout cela, c'est qu'il a perdu la main, puisque au Parlement aujourd'hui, il faut trouver un Premier ministre qui ait une majorité difficile à obtenir pour pouvoir faire avancer des textes, faire voter un budget. Donc effectivement, Emmanuel Macron n'est plus aujourd'hui le Emmanuel Macron de 2017 avec les pleins pouvoirs, avec une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que les choses ont changé. Elles avaient déjà de toute manière changé à partir du moment où la Constitution interdit au président de la République d'être encore candidat. Et vous le savez, c'est ce que j'ai remarqué dans tous les mandats, y compris les plus petits mandats. Et je l'avais observé à la mairie de Bonifacio. Lorsque vous annoncez que vous quittez votre mandat, cela suscite immédiatement les ambitions des uns et des autres. Donc, dès sa réélection, les ambitions des uns et des autres se sont fait jour, hein. Je pense à Édouard Philippe peut-être demain Bayrou ou Gabriel Attal, mais c'est comme ça, c'est la loi démocratique de notre pays. En tant qu'homme de gauche, la motion de censure, vous l'auriez votée? Bien sûr que non. Je suis même heureux de voir que mes anciens camarades du Parti socialiste ont enfin pris la décision qui est la seule bonne décision, celle de l'intérêt supérieur de la France, pas l'intérêt supérieur ni de Macron, ni de Bayrou, ni de François Hollande, mais l'intérêt de la France. On voit bien que l'absence de budget engendrait des problèmes majeurs pour notre pays, sur le plan économique, sur le plan social. Donc évidemment, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, les socialistes ont fait le bon choix. De toute manière, je vais assumer, vous le savez, je n'ai pas l'habitude d'être langue de bois. Moi, j'ai aujourd'hui deux adversaires majeurs dans cet hémicycle. C'est le Rassemblement national et la France insoumise, que je mets d'ailleurs l'un et l'autre au même niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, la France devra se mettre en tête que la seule bonne alternative à ces deux dangers, c'est le bloc central qui va de LR, républicain, gaulliste, au Parti socialiste et sociodémocrate, dans lequel j'ai évidemment beaucoup d'amis, et tout ça avec des concessions des uns et des autres, avec un budget qui vient d'être voté imposé à travers le 49.3, qui ne satisfait personne. Petite digression par rapport à tout à l'heure, ça a été mon premier bureau exécutif dans un grand parti national, et Gabriel Attal nous disait on va voter ce budget, même si pour nous il ne nous convient pas, mais il faisait la remarque, il dit il ne convient à personne de ceux qui vont le voter, parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand on a une majorité relative. On va se faire un peu l'avocat du diable et des extrêmes, en l'occurrence. La nomination de Michel Barnier, est-ce que c'est selon vous ce qui a conduit à cette motion de censure au lendemain des élections législatives? Il y a deux partis qui sont sortis en tête et un Premier ministre qui n'était issu d'aucun de ces deux partis. Alors là aussi, moi j'aime bien faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Je ne vous cache pas que je suis plutôt heureux et satisfait de voir comment François Bayrou navigue, même si je le connais. Je l'ai rencontré une seule fois à Bonifacio, j'ai eu l'occasion de boire un jour un café avec lui. Pour être honnête, le MoDem, parti auquel je n'ai jamais appartenu, mais pourtant, en tant que moi social-démocrate, mais je ne vous cache pas que je suis très proche des démocrates chrétiens, en tant que girondin, je suis plutôt heureux de voir Bayrou. Mais la réalité, et j'en faisais part à Jean-Yves Le Drian, avec qui j'étais ce week-end, que j'ai rencontré ce week-end en Suisse, qui me disait, on a beaucoup pensé à moi en parlant de Le Drian, et c'est vrai que je pense que c'est un des meilleurs ministres de la Ve République, mais je ne remplissais pas les conditions. Et il a raison. Moi, je pensais plutôt à un socialiste, pour être transparent avec vous. Ça me paraissait être la meilleure solution dans le contexte actuel, c'est avoir plutôt un socialiste qui n'a jamais été macroniste. Je ne vous cache pas que parmi mes anciens amis, et je dirais à titre personnel des amis que j'ai encore aujourd'hui, je pense à des gens comme Claude Barthelone, y compris Karim Bouamran, c'est-à-dire des socialistes qui n'ont pas été avec Emmanuel Macron, mais qui sont très clairs
clair et très, très clair sur le positionnement vis-à-vis de la France insoumise. Je pense que c'est ces gens-là qui auraient dû être nommés pour nous faciliter cette période, parce qu'on voit bien que LR, et je les félicite là-dessus, ont dit depuis le début qu'ils ne seraient pas dans la censure, même s'ils ne se sentent pas pleinement dans la majorité et qu'on sent bien qu'ils peuvent être critiques. Dixit Laurent Wauquiez. Mais je pense que le meilleur candidat était un socialiste. Le choix était différent. Bayrou arrive à discuter avec eux et pour l'instant à obtenir la non-censure. Je pense que c'est une bonne chose pour notre République dans la situation politique qui est la nôtre. Merci beaucoup Jean-Charles Orsucci. On se à vous. retrouve tout à l'heure après le journal de 8h15. Bonjour et bienvenue, c'est le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, que nous accueillons cette semaine. Bonjour. Bonjour. Membre également de l'exécutif de Renaissance. Du bureau exécutif de Renaissance. Cette casquette en fait de macroniste, on vous l'a souvent reprochée en Corse. Pour être honnête, oui, j'ai eu l'occasion de dire à beaucoup que je suis sûr qu'il n'y a pas un homme politique dans une région française où peut-être les choses sont autant marquées. C'est-à-dire que si vous dites, je ne sais pas, en région Rhône-Alpes, donnez-moi le nom d'un macroniste, je pense que la réponse peut être diverse et variée. Je pense que s'il y a bien une région dans laquelle si on pose la question qui est macroniste en Corse, mon nom va ressortir. Honnêtement, j'assume, parce que j'assume à la fois mes choix politiques qui ont débuté en 2016 et j'assume toujours et j'entends rester loyal jusqu'au bout, y compris quand ça va mal, et je suis resté loyal y compris quand ça allait mal, ce qui fait dire d'ailleurs à tous ceux qui ont été proches d'Emmanuel Macron et au président de la République, je crois que je peux le faire parler même si c'est pas souvent, on le fait pas souvent, mais je crois qu'il le dit, il lui dit que je suis son ami, il dit que j'ai été d'une grande loyauté. Je lui dirais, c'est vrai, pour le meilleur, mais souvent pour le pire dans cette île où je crois que c'est vrai que... Ça vous a coûté des scrutins ? Alors, je vous laisse mener l'analyse. Moi, j'y ai réfléchi. Alors, je ne veux pas me retrancher derrière ça. J'ai sûrement commis d'autres erreurs où j'assumerai, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu dire ton problème, c'est que tu es totalement identifié à Emmanuel Macron et que à ce titre-là, ton travail dans ta commune, il est reconnu. Tu n'es pas forcément quelqu'un de clivant, etc. Mais cette identification avec le pouvoir parisien et Emmanuel Macron s'est retournée contre toi. Écoutez, dans la vie, je répète, il faut faire des choix, il faut les assumer. Je ne sais pas le quantifier. Vous savez, je n'étais pas avec Emmanuel Macron lorsque j'ai fait 4,5% à l'élection territoriale. Si je veux battre un peu, contredire ce que vous venez d'affirmer. J'étais avec Emmanuel Macron lorsque j'ai réussi avec mes amis politiques à faire 13% à l'élection territoriale. Ce qui, à l'époque, certains de vos confrères m'avaient dit que j'avais fait un mauvais résultat. Et que j'étais le perdant de l'élection de 2017. Aujourd'hui, avec le recul, j'aurais signé volontiers en 2020 pour faire ces 13%. Derrière, je pense que la vague macroniste était beaucoup moins présente et j'ai beaucoup plus souffert et j'ai fait 6,5%. Je pense sincèrement qu'aucune des listes restant en course à l'élection territoriale au second tour ne m'a tendu la main à notre liste parce que nous étions identifiés comme une liste macroniste. Je pense que ça, nous l'avons payé. C'est vrai que je crois qu'à quelquefois, j'ai eu à subir cette difficulté-là, mais je le répète, je suis resté tout simplement fidèle à mes convictions de social-démocrate, me sentant plus à l'aise avec certaines mesures qu'avec d'autres, pour être honnête, me sentant à l'aise, et vous le savez, et ça aussi je l'ai payé cher, notamment la fameuse motion qui m'a valu la punition d'Emmanuel Macron. Moi, je le dis aussi parce que avec le recul, j'en suis intimement convaincu. Alors, quand je dis Emmanuel Macron, ou de son entourage, J'ai jamais vraiment su comment ça s'était passé, mais sa non-venue à Bonifacio après la première commémoration en hommage à Claude Érignac et le fait que voilà, je suis resté fidèle à mes idées et je remercie mes amis de m'avoir soutenu en cela. Mais voilà, je ne transige pas avec mes convictions, mais j'essaye de rester loyal. Des fois, ça paye un peu parce que je ne vais pas la jouer non plus à pleurer ici devant vous. Ça a aussi des avantages lorsque l'on est au cœur de cette aventure depuis 2017. J'ai pu tisser des réseaux importants et obtenir des choses pour la Corse, certaines que je peux revendiquer haut et fort, certaines peut-être dans la discrétion, mais qui ont servi les intérêts de la Corse et pas forcément mon camp. Le bureau exécutif de Renaissance, qu'est-ce que ça change pour vous ?
Ça me permet tout simplement de faire entendre la voix de la Corse au plus haut niveau d'un des premiers partis de France. Je rappelle quand même que le groupe de Gabriel Attal est le deuxième groupe à l'Assemblée nationale, quand même. Ça permet d'avoir une voix de la Corse. Alors la mienne, alors je ne sais pas si chacun la qualifiera comme il veut, de bonne ou mauvaise, celle d'un social-démocrate que j'entends rester, d'un autonomiste, d'un girondin, un décentralisateur, et peut-être d'aider à faire avancer le processus qui concerne la Corse, peut-être de tempérer les discussions avec les uns et les autres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que quand Catherine Vautrin me rencontre, quand je peux rencontrer François Rebsamen ou d'autres, on va faire attention à ce que je dis, et je répète, je suis le porte-parole, en tout cas de l'actuel processus, mais d'une partie de la Corse, et je crois que c'est bien, c'est une bonne chose. Faire avancer plutôt avec Laurent Marcangeli ou Gilles Simeoni? Écoutez, alors c'est compliqué de répondre à votre question parce que je vous demanderai sur quel sujet, dans quelle thématique, pour y faire quoi. Aujourd'hui, honnêtement, alors je regarde un peu mon parcours politique, modestement, mais je vous dirais que tout m'amenait et tout m'aurait amené à vous dire que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche de Gilles Simeoni. Mais la réalité du moment, c'est que l'histoire a voulu que je me rapproche beaucoup, beaucoup, beaucoup de Laurent Marcangeli. Parce que c'est un homme qui appartient au Bloc central, c'est un gaulliste, je suis un rocardien, et qu'en réalité, on se retrouve aujourd'hui sur notre sentiment, notre volonté de continuer à appartenir à cette belle République qu'est la République française, notre volonté de combattre les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, notre vision commune sur l'autonomie de la Corse. Alors, moi, c'est vrai que quand je regarde le militant RPR, UMP qu'il était, et moi qui viens du Parti socialiste, pourtant aujourd'hui, je me sens très à l'aise avec Laurent Marcangeli, je le dis. Peut-être que demain, son parcours, le mien, nous amèneront à nouveau à nous séparer si on revient à une division droite-gauche et que chacun peut-être se retrouvera dans ce camp-là. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Avec Gilles Simeoni, ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous aurions dû depuis longtemps être ensemble, mais que je considère que voilà, c'est quelqu'un qui semble ne pas être... il est très clair avec l'extrême droite. Des fois, je trouve un peu plus ambigu, peut-être avec une gauche très, très à gauche. Sur l'autonomie, on va se retrouver. Je serai prêt à accompagner le président. Je souhaite toujours, au même moment où je vous parle, la réussite de Gilles Simeoni pour la Corse, parce qu'il en va de l'avenir de nos enfants. Mais je reste énormément sur ma faim, sur cette gestion depuis 10 ans, sur le bilan, où je peux être assez critique. Et voilà, donc, j'injure pas l'avenir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, je suis plus proche de Laurent Marcangeli que de Gilles Simeoni. Merci beaucoup Jean-Charles Merci Orsucci. à À vous. demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Charles Orsucci. Bonjour. On s'est quitté hier en parlant de Gilles Simeoni et de votre vision par rapport à tout ça, votre vision plus globalement par rapport à l'Assemblée de Corse, à l'action de cette Assemblée de Corse, à son bilan. On entend des critiques monter de nombreuses parts, en fait, que ce soit du côté des salariés de l'Assemblée de Corse, que ce soit également des organisations syndicales. On entend beaucoup de l'investissement qui aujourd'hui semble au point mort. Écoutez, c'est vrai que quand je regarde, alors moi je devrais être un des principaux opposants, un des plus durs, mais quand je regarde notamment et que je fais une comparaison avec ce que j'ai pu dire dans l'hémicycle lorsque j'étais dans l'opposition, je rappelle que je n'ai jamais voté contre le budget, je rappelle que j'ai plutôt toujours soutenu et essayé d'accompagner la majorité territoriale de l'époque lorsque j'estimais que c'était l'intérêt de la Corse. Aujourd'hui, quand je lis le communiqué du STC, pas même, ça aurait été, faut qu'on se dise les choses, j'aurais lu un communiqué de la CGT ou de la CFDT, j'aurais pu comprendre qu'il soit difficile. Mais quand même, le STC et les propos qu'il tient à l'encontre du président de l'exécutif m'ont surpris. Ce que j'entends aujourd'hui de l'opposition nationaliste dans l'hémicycle, je veux dire, Jean-Christophe Angelini est beaucoup plus dur que moi sur le bilan de Gilles Simeoni. Paul-Félix Bénédette aussi, c'est-à-dire que je prends même deux entités, une indépendantiste, l'autre autonomiste. Que la droite soit critique, on pourrait presque dire c'est normal et c'est logique. Là, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, je ne suis pas sûr, et c'est vrai que des fois, il faut se poser la question que cette majorité absolue, totale, elle ne se retourne pas un peu contre celui qui en a les moyens, parce que derrière, on ne lui pardonne rien, évidemment. On lui dit, il a tout en main, tous les rouages, et c'est vrai, mais je crois que Gilles Simeoni en a conscience lui-même, que le bilan aujourd'hui, 10 ans après, n'est pas à la hauteur des espérances. Après, vous savez, je reste aussi mesuré, parce que je vois bien, et excusez-moi de faire la comparaison entre Emmanuel Macron et Gilles Simeoni, mais comme je trouve qu'ils ont beaucoup de points
de ressemblance, hein, notamment dans les qualités et les défauts, hein, pour être totalement honnête. Et sur la critique, je vais donc défendre un peu Siméone là-dessus, c'est vrai que je crains fort que les citoyens à notre époque, ils soient assez versatiles quand même, ils manquent d'indulgence et ils manquent de patience, et que ce qu'on a adoré hier, on le brûle le lendemain. Petite parenthèse, je pense que ce qu'on observe en Corse est une réalité française et même une réalité mondiale. L'existence de ces trois blocs, un bloc que je dirais d'extrême droite, un bloc d'extrême gauche et un bloc central, semble un peu être ce que nous observons à l'échelle de la planète, et tout ça m'inquiète. Tout ça m'inquiète, moi qui suis un affreux social-démocrate et qui pense que l'avenir est au centre. J'avoue que c'est vrai que je ressens que je suis un peu ringardisé dans cette vision politique-là. Il n'empêche que je vais continuer à l'avoir. Gilles Siméone, je crois aussi, peut-être dans la méthode, concentre un peu trop les pouvoirs. Et d'ailleurs, je l'invite, dans les réflexions que nous allons avoir sur l'autonomie, à imaginer des contre-pouvoirs. Parce que ce risque-là, je le disais, y compris à mes amis de la Ligue des droits de l'homme hier soir, je le disais, il va falloir qu'on soit vigilant. Un système féodal tel qu'on a pu le connaître avant 1789, ça ne m'intéresse pas, moi, pour la Corse. Et il faudra vraiment qu'on ait, certes, plus d'autonomie, mais plus de contre-pouvoirs efficaces, parce qu'à un moment donné, les concentrer, ça peut être difficile ensuite à mettre en œuvre la machine pour réussir. Je pense que c'est une des difficultés, peut-être qu'il n'a pas su toujours déléguer. Je pense aussi que, un peu, alors on pourrait faire pareil, le parallèle avec Macron, quand on veut faire ni droite ni gauche, ou du en même temps, derrière, je le dis souvent, j'ai eu l'occasion de le dire, y compris avec vos confrères, quand je regarde l'électorat qui a soutenu Gilles Siméone, quand vous avez des gens que je considère très à gauche, qui voteraient les Verts, hein, pour être très clair, hein, qui voteraient les Verts au niveau national, et une partie c'est le cas, et une autre partie qui voterait Ciotti, je me dis, je rappelle quand même que Nicolas Battine, c'est un exemple qui me vient en tête, a été quand même le patron du Polydé de Femoagour, donc vous imaginez. Et quand je pense à quelqu'un pour qui moi j'ai de l'estime, c'est Fabienne Giovannini, le point commun entre Fabienne Giovannini et Nicolas Battini, j'ai du mal à l'envisager. Donc derrière, quand vous êtes élu à la fois par l'un et par l'autre, et que vous devez mettre en place un programme, je vais vous dire, l'écart entre Darmanin et Orsuch au niveau national, c'est de la rigolade à côté de ce que je viens de vous décrire. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, Gilles Siméone, il paye ça aussi, c'est que faire contenter ce type d'électorat et l'autre, c'est compliqué, et je pense qu'il va falloir clarifier. J'attends quand même encore la clarification, parce que c'est quand même l'essence même de la politique, mais voilà la difficulté qui a sûrement été la sienne et qui explique ce ressenti dans l'opinion publique insulaire. Merci beaucoup Jean-Charles Orsuch, à tout à à l'heure. Bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-Charles Orsuch, maire de Bonifacio, également membre de l'exécutif, on va dire, de Renaissance. J'y arrive pas. Hein, ouais, je vois. Bureau exécutif, c'est compliqué. Bureau exécutif, c'est trop compliqué. Vous nous avez dit ce matin, Nicolas Battini, Polydé de Femoagour. Il a été à ma connaissance, je vais pas dire alors je sais plus exactement la terminologie, mais il a été, avant de partir, de claquer la porte, il a été en charge du Polydé de Femoagour. Donc quand on voit aujourd'hui les idées qu'il défend, qu'il porte, etc., c'est vrai qu'avec le Gilles Siméone que je connais, je vois pas de point commun, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a de l'ambiguïté. Et petite parenthèse, hein, cette critique que je formule à l'encontre de Femoagour, c'est en réalité une critique que je formulais de façon très claire à l'encontre du mouvement nationaliste dans son ensemble. J'ai souvent eu cet échange-là avec mon ami et adjoint Alain Di Meglio, qui, comme moi, est membre de la Ligue des droits de l'homme, qui, comme moi, est un homme qui vient de la gauche, hein, qui a une vraie sensibilité de gauche. Mais je crois que alors, c'est vrai que le seul élément, c'était cette volonté d'émancipation vis-à-vis de la France, vis-à-vis de cette gouvernance, et qui rassemblait tout le monde, mais ça a rassemblé des gens qui venaient de milieux idéologiques très éloignés, d'extrême droite, voire d'extrême gauche. Et ça peut marcher quand vous êtes un parti ultra minoritaire, quand vous êtes dans les années 75, quand vous êtes dans les années 80. Mais quand vous arrivez aux responsabilités en 2015 et que vous commencez à être très largement majoritaire, à arriver à 70%, eh ben, on arrive à ce que j'appelle, moi, la clarification. Et on le sait, la clarification, elle est souvent à ses propres dépens. Et donc aujourd'hui, voilà ce que l'on touche. Moi, vous savez, je vais vous faire sourire, raconter une anecdote.
En 1986, lorsque je suis arrivé en Corse, ou plus exactement en 1988, en arrivant au lycée, j'avais été démarché par un membre de la Concolte pour intégrer la Concolte à l'époque. Et je vais vous dire, ce monsieur, l'histoire est amusante, ce n'est tout simplement que le frère jumeau de mon adjoint aujourd'hui, Patrick Tafagne. Et je me souviens, il m'avait dit, il faut rentrer à la Concolte. Et je me souviens de ce que je lui avais dit à l'époque. Je lui avais dit, voilà, je voudrais savoir juste une chose, est-ce que je peux monter à la tribune de ce mouvement, prendre la parole et dire que nous sommes des gens de gauche et que c'est à ce titre... Ah oui, alors vous savez, la technique classique, oui, nous le sommes, mais non, tu ne peux pas monter et le dire clairement, parce qu'en réalité, je voyais bien que ça posait problème. Donc vous voyez, ce problème-là, moi je l'ai identifié depuis 1986, mais évidemment... Jusqu'à 2015, ça ne pose pas de problème. Et je pense qu'arrivé en 2015, lorsque vous êtes le patron de la collectivité de Corse, que vous devez faire des choix dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine sociétal, je pense que vous ne pouvez plus faire l'économie de clarifier votre position vis-à-vis de cela. Et je pense qu'aujourd'hui, cette clarification-là fera qu'on va se retrouver dans une configuration politique différente dans les prochaines années. Le nationalisme tiers-mondiste de Nicolas Battini ? Alors, je crois qu'au contraire, ça serait plutôt dans l'autre vision. Il dénonce le nationalisme des années 70 comme un nationalisme tiers-mondiste. Alors, je pense que la réalité, c'est que des années 70, il n'a sûrement pas tort. Alors, au départ, l'idéal est plutôt, et les gens qui le mettent en avant sont plutôt dans cet état d'esprit. Bon, on ne va pas rentrer sur les noms, ça n'a pas d'importance et ça ne servirait même pas notre débat actuel, mais on sait que bon nombre de militants nationalistes ont aussi milité au GUD, etc. Et tout. Donc, il y a toujours eu cette double appartenance, ces gens qui venaient soit d'un côté, soit de l'autre. Et je répète, peut-être qu'on ne va pas réécrire l'histoire, peut-être qu'à l'époque, ça n'avait pas d'importance, peut-être qu'à l'époque, la vraie question, c'est la survie du peuple corse, la prise de conscience, le réacquist. Donc, je jette la pierre à personne. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où moi, je ne peux pas militer à côté d'un militant d'extrême droite, et je ne peux pas me retrouver dans un même mouvement. Me connaissant, aujourd'hui, vous me demanderiez ce que je veux faire demain. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je n'irai pas avec des gens d'extrême droite et d'extrême gauche. Qu'ils soient corse, citoyens du monde ou français, c'est là ce à quoi je tiens. Et pour vous, Gilles Simeone, il n'a pas tranché ? Alors, je crois qu'il est en train de trancher quand même, et l'honnêteté m'oblige à le dire. La preuve, Battini est parti. Pour moi, aujourd'hui, il est clair sur les valeurs qu'il défend, et je pense que Gilles Simeone appartient et appartiendra. C'est ma conviction, je peux me tromper, mais ça, c'est peut-être aussi l'ami qui parle. Il appartient au bloc central, attaché à des valeurs humanistes, et en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'interdire. C'est pour ça que, vous savez, moi, aujourd'hui, vous dire exactement ce qui va se passer après les municipales, après les sénatoriales et au moment des territoriales, je ne sais pas. J'oublie une élection importante, la présidentielle. Parce que si dans 2 ans, ce que je ne souhaite pas et je ferai de tout pour que cela n'arrive pas, mais imaginons qu'il y ait une catastrophe, Marine Le Pen ou quelqu'un du Rassemblement national arrive aux responsabilités, je pense que ça aura des répercussions, y compris sur l'île et y compris en termes politiques. Et ça sera à travers le combat vis-à-vis de ce bloc-là que les choix des uns et des autres devront aussi se faire. Petite parenthèse pour conclure, un syndicat uni qui se monte à l'université. Alors, j'ai vu que c'était un syndicat de droite. Alors, moi, j'ai pas à me prononcer. Ce que je veux simplement dire, et je vais être très clair sur le sujet, j'estime qu'à l'université en particulier, la démocratie doit s'exprimer, que toutes les tendances et tous les courants doivent pouvoir s'exprimer. Je combattrai pied à pied des mouvements d'extrême droite, mais sincèrement, je crois que certains disent qu'il y a, grosso modo, il y aurait intérêt à ce qu'il n'y ait que des syndicats nationalistes. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre comment on peut défendre cette théorie-là. Moi, je le répète, je pense que le pluralisme doit exister. Si les jeunes sont nationalistes, on doit le respecter. Mais si on ne l'est pas et qu'on a envie de militer et de s'engager, je crois qu'il faut aussi respecter ce choix. Je répète, ça me paraît tout simplement être un choix démocratique. Merci beaucoup Jean-Charles Orsucci. À demain. Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons Jean-Charles Orsucci, il est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On va rester dans le domaine politique, la reconstruction de la gauche en Corse. Écoutez,
C'est un peu comme au niveau national, hein. Faisons la comparaison, c'est compliqué. Il y a des gens de gauche, on en côtoie, on a beaucoup d'amis, je pense que les liens sont restés. Moi, j'entretiens d'excellentes relations avec le parti, les anciens membres du Parti socialiste. J'en tiens avec les radicaux de gauche, y compris avec le Parti communiste, pour lequel j'ai le plus grand respect aujourd'hui dans l'île. Et je trouve qu'il y a même de jeunes représentants au Parti communiste que je trouve très intéressants, faisant preuve d'une grande honnêteté intellectuelle. Est-ce que tout cela, ça peut se traduire par une liste, par une ambition? Je pense qu'on voit bien, on est au niveau national, vous voyez, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer entre le Parti socialiste, la France insoumise, que j'arrive pas à identifier encore. Ça, elle existe, mais est-ce qu'elle va prendre du poids ou pas? Bon, pour être honnête avec vous, vous savez, donc là, pour moi, c'est la frontière, c'est clair. Je n'ai pas du tout de point commun avec la France insoumise, mais pas du tout. Voilà, je ne pourrais Il y a vraisemblablement... plusieurs gauches. Oui, c'est évident, c'est évident. Le rocardien que je suis, il y en a toujours eu deux, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'en vois même encore davantage. Je peux discuter, je peux trouver des points d'équilibre avec des Verts, je peux trouver un point d'équilibre avec le Parti communiste. Je peux évidemment me sentir très proche de sociodémocrates dont je suis avec les socialistes. Aujourd'hui, je vois des gens qui étaient avec moi il n'y a encore pas très longtemps, comme Sacha Houillet. Bon, moi, je ne cache pas mes amitiés, y compris avec quelqu'un comme Karim Bouamran, qui est aujourd'hui un homme qui compte au sein du Parti socialiste. Donc oui, je reconnais, localement, je répète, il y a des gens avec qui on peut faire un bout de chemin. Maintenant, je pense que c'est des fois un peu plus compliqué que cela pour dire oui, ça va se passer, comment ça va se passer. Petite parenthèse, certains vous diront que la gauche, elle a disparu avec l'effacement de ténors que nous avons connus par le passé. Je pense à des gens pour qui j'ai le plus grand respect, Émile Soukaré, Simon Renucci et évidemment Paul Jacob, et me concernant. Je dirais simplement que c'est vrai que le fait qu'ils aient perdu politiquement du terrain a été difficile parce qu'ils incarnaient des choses. Je pense en particulier à Jacob et Soukaré. C'était des familles qui pesaient fortement sur la politique insulaire. Mais je crois surtout que c'était les trois, si on regarde bien, à qui était président maire de Bastia, à qui était maire d'Ajaccio, à qui était président du conseil général ou de l'exécutif, et que c'est parce qu'on a perdu les manettes sur des grandes collectivités que nous n'avons pas réussi à enclencher une réussite. Je veux être très clair. Lorsque j'ai eu la chance de conduire une liste qui se voulait plutôt social-démocrate et dans cet esprit-là, bon, malgré le respect, la fierté que j'ai à être le maire de Bonifacio, je n'étais le maire que de la 26e commune de Corse. Et je vous le dis, quand vous devez aujourd'hui exister au niveau territorial, il faut être à la tête d'une grande collectivité. Je ne connais qu'un seul contre-exemple, que je pourrais citer en exemple parce que j'ai un grand respect pour lui aussi. Je pense à Dominique Bouquigne. Dominique Bouquigne et le Parti communiste sont, à ma connaissance, comme ça, quand je réfléchis, les seuls à avoir fait un score à 2 chiffres, a fait 10% au premier tour, sans être à la tête d'une grande collectivité, uniquement avec les idées qu'ils ont défendues à l'époque et avec un travail de terrain. C'est là la vraie réussite de l'époque. C'est le seul exemple que je vois. Pour le reste, il faudra peut-être attendre qu'un homme de gauche gagne à nouveau une grande collectivité en Corse. Il faudra peut-être attendre qu'un mouvement politique fort au niveau national existe aussi localement pour revoir la gauche partir de l'avant. Pour l'instant, soyons honnêtes et objectifs. Nous sommes les gens de gauche dans cette île, souvent les supplétifs d'un centre droit, de nationalistes, et c'est celle-là la réalité. Aujourd'hui, la gauche, celle à laquelle j'ai appartenu et soutenu, je sais regarder une carte électorale, elle vote Gilles Simeone, elle vote Jean-Christophe Angelini, elle peut voter à droite, elle peut voter Laurent Marcangeli, et c'est celle-là la réalité. Bon, maintenant, je pense avoir fédéré à une époque et avoir fait un score qui est quand même honorable dans cette île à travers les 6,5% que nous avions fait, et j'assume et je continue à revendiquer haut et fort mon appartenance à une gauche qui est la social-démocratie. La gauche qui n'est plus qu'une variable d'ajustement aujourd'hui ? En tout cas, électoralement, au moment où nous parlons, c'est le cas. Je regarde y compris les résultats des législatives. Maintenant, ça ne veut pas dire d'ailleurs, et quand je dis ça, je ne dis pas que nous devons nous renier. Nous devons accepter aussi, des fois, d'être dans l'opposition, d'être ultra minoritaire. Continuons à nous battre pour nos idées. Vous savez, la politique, elle est faite de haut et de bas. Et peut-être qu'un jour reviendra notre temps, parce que je continue et pour dire très clairement ce que je pense sur ce qu'est être de gauche, c'est
lutter contre le déterminisme social, être favorable à l'impôt et à sa progressivité, c'est être sur des valeurs humanistes, et c'est ça, pour moi, voilà les trois grandes idées. Vous voyez, je n'ai pas réfléchi à votre question, et ce qui me vient naturellement à l'esprit, c'est tout cela, voilà, la création de richesses, mais c'est vrai, pour mieux les répartir aussi, parce qu'une société fracturée, une société où les gens gagnent de plus en plus et en laissant les autres sur le bord du chemin, une société insulaire où les résultats en matière de précarité sont peut-être les plus importants de France, ça on peut bien sûr pas s'en féliciter. J'essaye modestement, dans la seule position exécutive qui a été la mienne jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire maire de Bonifacio, je crois humblement, il faut une forme d'humilité, j'essaye de lutter contre ces phénomènes-là, en mettant beaucoup de moyens sur la culture, en mettant beaucoup de moyens sur le sport, en essayant d'aider les écoles, en favorisant la mixité sociale, en essayant de lutter contre la précarité sur le logement, sur toutes ces choses-là. Voilà ce que j'essaye de faire modestement dans ma commune, et je pense que ça doit faire partie aussi des ambitions régionales, parce que voilà, on ne pourra pas, je le répète aussi, avoir une société à deux vitesses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver le bon moteur économique, parce que, je répète, pour les distribuer, ces richesses, il faut d'abord les créer. Merci beaucoup Jean-Charles Orsucci. On se retrouve après le journal de 8h15. Bonjour, nous retrouvons Jean-Charles Orsucci, il est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On parlait ce matin de la gauche, il y a des scrutins qui vont arriver, forcément, même si ce n'est pas en se rasant, mais il va falloir penser à ces scrutins. C'est évident, quand on fait de la politique, il faut les appréhender les uns avec les autres. Même si à 53 ans, et après avoir été sur quelques combats politiques, je revendique un peu d'expérience sur le sujet, même si on en apprend encore tous les jours. Évidemment, il faut se poser la question, arrivent bientôt les municipales. D'ailleurs, à ce sujet, ce que je peux dire, c'est que c'est avant tout quelque chose de très local. Il m'est arrivé un peu de m'immiscer dans des communes voisines. Je pense que je ne le ferai plus. Vous voyez, je pense vraiment que l'élection municipale est une élection très locale, et vouloir reproduire des schémas. Alors, je m'entends quand je dis cela, ça veut dire dans des communes. Alors, d'ailleurs, je pense qu'en Corse, mais y compris Bastia, Ajaccio, ça reste des grands villages. Donc, ça veut dire que là, il faut laisser les gens discuter sur un projet de ville, sur des unions qui peuvent amener des gens de tous bords, y compris des gens d'ailleurs qui font pas de politique, parce que je dirais presque, quand vous êtes à gérer la commune de Bonifacio, la question de savoir si on est macroniste, LR, RN, etc. et tout, sincèrement, elle se pose peu dans le fait de savoir si on investit sur le stade, sur l'éclairage public, si on doit faire une épicerie sociale ou non. Pour les échéances ensuite qui arrivent, ça définit un modèle de société. C'est vrai, mais souvent, sincèrement, j'ai vu peu de communes où l'idéologie l'emporte, mais même demain... Sur le pragmatisme. Sur le pragmatisme, exactement. Sincèrement, je vois peu voilà, on pourrait essayer de le faire, d'ailleurs, vous et moi, on pourrait aller se faire un tour de Corse et on regarde les communes et vous verrez que... voilà, il y a... Alors, je répète, je vais peut-être tempérer un tout petit peu sur Bastia, Ajaccio et la CAB et la CAPA. Parce que là, oui, je pense qu'on arrive à une échelle où, à un moment donné, il peut y avoir ce genre de discussion. Corté, Ghisonaccia, Afa, Bonifacio, Lévis. Sincèrement, je ne vois pas trop comment aujourd'hui, à ce niveau-là, on ne se met pas autour d'une table, on ne trouve pas une ambition commune, et sincèrement, voilà ce qui peut se passer. Après là-dessus, vous savez, ce qui va se passer, c'est que la réussite localement va amener des maires, des individus à avoir des ambitions régionales, vouloir siéger à l'Assemblée, etc. Donc ça peut susciter des fractures dans un conseil municipal, des ambitions. Ça en suscite à Bastia, par exemple. Mais c'est évident. Bon, après, je répète, Bastia, c'est logique. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas la chance que j'ai pu avoir. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce qui se passera à Bonifacio, parce que je n'ai pas encore tranché ma propre décision sur ma commune, mais quand bien même je serai candidat dans un an, je ne sais pas si j'aurai une opposition ou pas. J'en ai pas eu la dernière fois. C'était une première dans l'histoire de ma commune. Et parce que là aussi, je crois qu'il faut être réaliste. D'ailleurs, on peut ne pas se reconnaître dans mon engagement national. Et je vais vous dire, les Bonifaciens, ils me l'ont d'ailleurs clairement dit au moment. Et des fois, d'ailleurs, des gens qui regardent ça de plus loin me taquinent là-dessus en disant Orsucci, il est macroniste, mais la présidentielle, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête sur sa commune. Et ils ont raison de le remarquer. Donc voilà, les gens, vous savez, ils sont de plus en plus libres. Et ça, je crois qu'on va s'en féliciter. Moi, je vous l'ai dit la dernière fois, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme. Moi, je suis pour le suffrage universel, je suis pour la liberté. Et tout ça, c'est mieux que la Corse des années 60 ou 70, celle que nous vivons. On est toujours d'ailleurs en train de dire que tout va mal dans ce pays. En réalité, je pense que d'un point de vue démocratique, la Corse de 2025, est mieux que la Corse de 1960. Mais voilà,
il y aura des élections sénatoriales dans la foulée, il y aura des élections présidentielles, des élections territoriales en 2028. Bien sûr que nous devons nous y attarder parce qu'elles conditionnent notre quotidien. Les territoriales, forcément. C'est quelque chose qu'on regarde de manière un peu plus précise, un peu plus... Alors, encore plus depuis que nous avons une collectivité unique, quand même. Je dirais là, y compris le maire que je suis, mon interlocuteur unique avec l'État, c'est aujourd'hui la collectivité de Corse. Forcément, on est obligé de regarder ça avec sérieux. Pour être honnête aussi, moi, vous savez que j'aime pas la langue de bois. Ce qu'on doit considérer comme une défaite, même si c'est toujours difficile à qualifier, mais de ne pas avoir pu passer le premier tour de l'élection territoriale avec les 6,5% que nous avions fait, me fait regretter ma présence dans l'hémicycle. J'appréciais de pouvoir servir l'intérêt du peuple corse dans l'hémicycle, mais je respecte le suffrage universel et les Corses se sont exprimés. Mais je dis aussi que voilà, j'étais engagé à l'époque, je le suis encore aujourd'hui. Vous subissez aujourd'hui en tant que maire cette collectivité unique? Non, je sais, ce serait pas honnête de présenter les choses de cette manière et manichéenne. Sur ma commune, vous savez, je peux dire ce que je dirais à Gilles Siméon et ce que je lui dis en tête à tête. Le PTIC, par exemple, il y a une opposition entre les communes et je sais, mais alors il se trouve que j'ai eu la chance de réussir à convaincre des préfets de région, et y compris le gouvernement, que, par exemple, les remparts de Bonifacio étaient un bien qui appartenait bien au-delà des Bonifaciens. Ce sont les remparts de la Corse et les remparts même de notre pays. J'ai réussi à convaincre à l'époque que des coffres pour régler le problème de la Grande Plaisance dans l'herbier de Posidonie était quelque chose de fantastique. Et j'ai réussi à convaincre, et j'ai même réussi à convaincre au niveau européen que c'était une bonne idée. Et je crois que j'ai été suivi sur le sujet. Le PTIC est présent à Bonifacio parce que l'État a compris qu'une commune comme la nôtre, petite parenthèse, je crois pouvoir revendiquer d'être un peu la capitale touristique de la Corse, méritait que les 2 millions de visiteurs soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Je dis aussi que, voilà, moi, j'ai pas de défiance à l'égard de Gilles Simeone, qui a aidé par certains côtés la commune de Bonifacio. Il a aidé, j'ai une formidable piste cyclable qui a vu le jour sur ma commune. Des investissements ont été réalisés dans Montlaur, mais je dirais que j'ai été aidé sur la construction d'une crèche, etc. Donc voilà, j'ai reçu l'aide financière de la collectivité de Corse, et dire que j'ai jamais été aidé, ce serait un mensonge de ma part, et j'ai pas pour habitude de mentir. Par contre, je suis peut-être aussi une caricature de ce que peut être la gestion actuelle de la collectivité de Corse. Oui, des aides ponctuelles, oui, sur des sujets. Et puis des fois, des ratés. Par exemple, sur l'eau, je n'ai pas été aidé sur l'usine de potabilisation comme je le devais, mais surtout de façon beaucoup plus importante sur un sujet majeur, le sujet clé de Bonifacio, qui est la caserne Montlaur, qui est propriété de la collectivité de Corse. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est quasiment le statu quo. Alors, la dépollution a eu lieu, pour être transparent. On est en train on m'a cédé du foncier pour faire la crèche. On a remis en place l'église, la chapelle Sainte-Marie-Madeleine, qui est aujourd'hui dédiée aux confréries de Bonifacio. Gilles Siméone est en train de refaire le toit de la Génoise, et c'est important, notamment avec l'argent du PTIC. Mais on aurait dû aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et c'est là où, des fois, je pense que Gilles Siméone m'explique, et je veux bien le croire, hein, que ça a été un problème de gouvernance, un problème d'administration, mais je pense que justement, derrière un problème d'administration, il faut que lui aussi soit capable aujourd'hui de franchir le pas. Voilà, je le répète, c'est jamais manichéen. J'ai eu l'occasion de vous le dire à ce micro il y a quelques instants, et je vous le redis, c'est jamais manichéen. Mais il est grand temps de passer la vitesse supérieure, parce que la Corse, face aux défis qui sont les siens, elle a besoin qu'on passe la vitesse supérieure. Merci beaucoup, Jean-Charles Orsucci. Merci à vous. Demain. Bonjour et bienvenue. Nous accueillons Jean-Charles Orsucci tout au long de cette semaine. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un problème qui touche la Corse de plus en plus, le problème de la drogue, des stupéfiants, de cette jeunesse un peu qui est confrontée aussi à tout ça. Alors on a entendu en début d'année le positionnement du procureur de la République d'Ajaccio, de Bastia, des différents préfets pour le côté répressif bien évidemment, mais il y a le côté social, sociétal aussi. Oui, en réalité, alors vous savez, je discutais avec un ami à moi qui est un ancien ministre de droite d'ailleurs, et qui me disait, il était ministre il y a assez longtemps quand même, hein, qui me disait, tu sais Jean-Charles, je suis surpris, la question de la drogue n'a jamais été appréhendée lors d'une élection présidentielle. Et il dit, alors que je pense que c'est un des problèmes majeurs dans notre pays. Quand il disait notre pays, il parlait de la France. Et ça, il me le disait il y a 3-4 ans.
Bon, grosso modo, je crois qu'aujourd'hui, la bulle a explosé. C'est-à-dire que ce phénomène-là, aujourd'hui, il est sur tout le territoire national. J'entendais l'autre jour Bruno Retailleau expliquer que dans son petit village de Vendée, il avait ce genre de problème. Je confirme que, y compris dans une commune comme Bonifacio, je suis convaincu que ce mal gangrène notre cité. Petite parenthèse, lorsque nous avons été reçus avec d'autres maires de Corse par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il nous a bien expliqué que la Corse était malheureusement une plaque centrale dans tout cela. On le vérifie. Je pense que le phénomène s'est accentué ces derniers mois, aux dernières années, parce qu'on sait que le prix de la drogue, malheureusement, a baissé et que ça a engendré une surconsommation. Je crois que les chiffres qui sont donnés au niveau national sont effrayants sur le sujet. Et évidemment, il n'y a que du danger derrière tout cela, parce que je ne parle même pas de la question de la légalisation du cannabis, excusez-moi, parce que je dirais presque aujourd'hui, on n'en est plus là, même si je n'ai pas d'idée. Pour être honnête, encore au moment où je parle, j'ai toujours pas réussi à me forger une conviction sur le sujet, mais je crois qu'on est passé à des drogues beaucoup plus dures. Et donc aujourd'hui, c'est sûr que ce cancer-là, il faut le combattre par tous les moyens. Je reste persuadé quand même qu'une île comme la nôtre, avec 4 ports, 4 aéroports, celui qui doit s'y attaquer, je pense à l'État et dans ses missions régaliennes, je pense qu'il faut qu'il se donne les moyens de combattre cela. Après, c'est vrai que sûrement, localement, il y a tous ces transferts d'argent, tout ça auquel il faut mettre fin, sur lequel il faut taper fort, parce qu'effectivement, derrière cela, il y a des problèmes de santé publique, il y a des problèmes, on sait ce que ça peut engendrer comme souci dans l'intrafamilial, on sait ce que ça peut engendrer comme souci à tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui nous inquiète. Il nous inquiète parce qu'il ne touche pas seulement Bastia ou Ajaccio, il touche aujourd'hui toute la Corse. C'est vrai dans les villages de l'intérieur, où on entend beaucoup parler de ça. Et en plus, on peut penser que des villages touchés davantage par la précarité, touchés davantage par l'absence de ne pas avoir un travail, d'être dans une situation sanitaire peut-être encore plus difficile, amène les gens à se tourner vers ce type de substance. Donc voilà, ça touche toutes les couches de la société, vraisemblablement. Donc c'est vraiment un sujet qu'on doit prendre tous à bras-le-corps, collectivement, avec des décisions où je pense qu'il n'y a pas de droite, de gauche, de nationaliste. Je pense que aujourd'hui, il faut mettre ça à mal. C'est compliqué aussi, il faut se dire les choses dans le défi qui est le nôtre. J'en parlais dernièrement avec des amis, parce que forcément, dans les gens qui participent à ce délit, à ce crime, il y a des gens qu'on connaît, il y a des amis peut-être, il y a peut-être des cousins, il y a peut-être des connaissances, et que ça veut dire qu'à un moment donné, vous savez qu'on est un peuple qui a toujours eu tendance à faire preuve de solidarité. Il est compliqué d'imaginer la solidarité vis-à-vis de ces gens-là, mais c'est pour ça que nous avons besoin, là aussi, je répète, d'un État fort, d'un État qui soit un peu extérieur à la population locale et qu'on essaye, bien sûr, de mettre fin à cela. Mais j'insiste sur un dernier point, ne le voyons pas qu'à travers non plus le prisme de la répression. Je crois qu'il y a aussi un travail à faire d'éducation, il y a un travail à faire, vous savez, pour recruter pour la voyoucratie, il n'y a rien de mieux que la misère. Donc, à nous aussi de faire en sorte que notre société soit plus prospère et que les gens aillent mieux pour qu'ils n'aient pas vocation à se tourner vers cela, que des gens soient plus instruits, plus cultivés. C'est aussi ça le devoir qui est le nôtre, si on veut combattre sur le long terme ce fléau. 2 petits mots, on parlera tout à l'heure de la criminalité organisée, mais 2 petits mots sur le clip qui est mis en place par Bruno Retailleau pour culpabiliser les consommateurs. Bon, Bruno Retailleau, il ne vous aura pas échappé que nous n'appartenons pas à la même famille politique. Et alors, nous sommes aujourd'hui... Mais est-ce qu'il faut pointer du doigt aussi les utilisateurs ? Alors, je vous ai dit que je ne me suis pas fait ma religion sur la question de la légalisation ou pas du cannabis. Bon, on peut toujours, sûrement qu'il y a peut-être des fois des gens qui sont responsables. Mais après, quand on prend... Je ne suis pas assez fin connaisseur de la question non plus. Je ne veux pas faire ici l'étalage d'une connaissance que je n'ai pas. Je dirais que malgré tout, je pense que sur la globalité des consommateurs, il y a plus de victimes que de gens... Moi, je considère que ce sont des victimes. Même s'ils sont fortunés et qui se tournent vers cela, j'ai eu la chance dans ma vie de ne jamais avoir à me tourner vers cela parce que j'ai toujours été bien dans ma tête. Je pense qu'en réalité, à un moment donné, quand on a besoin de prendre ce genre de substance, on a quand même un problème. Excusez-moi, et je pense que je préfère l'appréhender d'ailleurs sur le côté santé et essayer de tendre la main et d'être intransigeant avec ceux qui aujourd'hui vendent, ceux qui trafiquent, même si
Là aussi, je revendique encore une nouvelle fois mon appartenance à la Ligue des droits de l'homme. Je ne suis pas non plus dans le tout carcéral, dans le tout répressif. C'est pas ma culture de vie et je l'assume à ce titre. Mais même si, voilà, je ne suis pas non plus dans l'angélisme, je le dis quand même. Et je pense que là, oui, je rejoins Retailleau sur l'autorité. Je préfère qu'il soit et qu'il fasse un clip en expliquant et en se donnant davantage de moyens pour qu'il y ait davantage de présence policière sur les lieux de deal et qu'on soit plus présent que dans un clip qui consiste à culpabiliser les consommateurs. Merci beaucoup Jean-Charles Orsucci, à tout à l'heure. Bonjour, nous retrouvons Jean-Charles Orsucci. Bonjour. Bonjour. On parlait ce matin de drogue, criminalité organisée. Il y a une session de l'Assemblée de Corse qui est bientôt prévue sur ce thème, sur les dérives mafieuses. On a entendu le procureur de la République d'Ajaccio et le procureur de la République d'Ajaccio, le préfet, dans une moindre mesure, demander une juridiction spéciale autour de cette criminalité organisée, autour du trafic de stupéfiants. Pourquoi pas une antenne de la GIRS en Corse? En tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, on suppose que ce n'est pas votre credo? Non, pas vraiment. Vous savez, j'étais il y a quelques jours en session avec mes amis de la Ligue des droits de l'homme. Et bon, voilà, culturellement, quand on s'inscrit dans les pas de Henri Leclerc, quand on réfléchit à ce que nous avons défendu, y compris en Corse localement, notre lutte, la lutte que nous avons menée contre la Cour de sûreté de l'État, contre cet État de droit. Moi, j'avoue être assez à l'écoute des barreaux aussi sur le sujet. Je ne suis pas un grand adepte de ce genre de choses, surtout que je ne suis pas dans l'angélisme non plus, qu'on soit bien clair sur le sujet. Je pense que si l'État fait son travail, notamment en matière de police, de justice, en s'attaquant au sujet où là il y a vraisemblablement la pègre et la mafia intervient. Alors d'ailleurs je suis pas un spécialiste de la question. Mafia ou dérive mafieuse? Vous savez, je suis pas assez compétent pour pouvoir aujourd'hui donner mon point de vue sur le sujet, mais j'ai surtout envie de vous dire, je regarde ce qui peut localement. Ce sont les marchés publics, c'est la drogue, c'est les questions liées au foncier. Bon, ça peut être demain, tous ces lieux où il y a de l'argent. Alors à une époque, c'était surtout les lieux de nuit, etc. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui. En tout cas, donnons-nous les moyens de contrôler, de traçabilité. Donnons-nous les moyens aussi d'organiser notre société avec des moyens supplémentaires dans des décisions qui doivent être plus collégiales, où ça devient de plus en plus compliqué de menacer, de soudoyer tel ou tel pour obtenir un avantage. Il y a ça aussi qui peut être fait. Je prends des exemples. Moi, j'ai des exemples concrets à donner. Dans les marchés publics, l'État doit avoir davantage de moyens. Petite parenthèse, je ne dis pas c'est la faute de l'État, qu'on soit bien clair dans mon propos, parce que l'État, le pauvre, souvent, on a eu tendance à lui enlever des moyens, qu'on donne davantage de moyens à la police, qu'on donne davantage de moyens à la justice, qu'on puisse... vous savez, moi, je regarde ce qu'on arrive à savoir les uns et les autres. On me parle souvent de repentis. Bon, j'ai l'impression dans mes discussions privées en Corse que beaucoup de Corses savent beaucoup de choses et qu'il n'y a peut-être pas besoin de repentis. Bon, ensuite, il suffit de regarder un peu où est l'argent, comment il se distribue, le train de vie des uns et des autres, et on va comprendre certains mécanismes. Voilà. Je ne suis pas personnellement... si on veut, on peut. Moi, je crois qu'il faut se donner les moyens. On n'est que 300 000, on est une île. Peut-être que là-dessus, pour une fois, on a quelques avantages à pouvoir être plus efficace. Alors, on a un inconvénient. Vous savez, je m'étais permis de le dire à un ministre de l'Intérieur qui prenait en charge le dossier Corse, lui dire, attention, ici, et c'est ce qui me séparait d'ailleurs d'un leader nationaliste, indépendantiste, qui me disait un jour, on fera mieux nous-mêmes, la police et la justice. Tu n'as qu'à voir comment ça fonctionne en Islande. Alors, je le dis là aussi. Moi, s'il y a une raison majeure pour laquelle je souhaite rester citoyen français, c'est que je pense qu'il faut que la police et la justice se fassent avec des gens extérieurs à notre territoire. Et je vais plus loin parce qu'on va me dire, oui, mais tu comprends, aujourd'hui, ça ne marche pas. Tu vois bien qu'en restant dans cet état régalien, jacobin et extérieur, ça ne marche pas. Non, mais moi, je réponds à cette personne qui me dit ça ne marche pas. Si c'est nous qui le faisions, ça marcherait encore moins bien. Moi, je vois les difficultés que j'ai à faire respecter 2 tables et 3 chaises sur le domaine public. Ne me demandez pas de régler un problème d'homicide de la Balagne ou de la Plaine orientale. Je le dis tranquillement. Et lorsqu'on me fait la comparaison avec l'Islande, et je reviens à ma digression sur le ministre de l'Intérieur, j'ai expliqué gentiment à ce ministre, en ayant en tête la discussion avec mon ami indépendantiste, que le Corse n'est pas un Islandais. Excusez-moi, il ressemble beaucoup plus à un Albanais, à un Sicilien ou à un habitant de Naples. Et quand je vous dis ça, vous avez compris ma démonstration, c'est que je pense que je ne suis pas dans la question du gène concernant notre peuple,
Nous n'avons pas le gène de la violence, contrairement à ce que peuvent dire certains. Par contre, nous sommes dans une culture méditerranéenne et latine où, des fois, ces phénomènes-là sont plus prégnants et plus difficiles à combattre. Ils sont historiquement ancrés dans nos territoires et il faudra se donner davantage de moyens. Mais la Corse est une île et l'objectif, c'est toujours de vouloir relever les challenges. Et sur le sujet, plutôt que la loi d'exception, donnons-nous une réflexion, une méthode à l'Assemblée. Exemple concret. On est nombreux à se battre pour l'autonomie. Qui dit autonomie dit transfert de décision et d'argent, donc risque accru. Lorsque nous demandons l'autonomie, nous devons demander impérativement en contrepartie des moyens renforcés pour la police et la justice sur l'État dans ses missions régaliennes. J'entends peu d'élus corses le faire. Je le regrette. Pour conclure, Amaury de Saint-Quentin qui dit que toutes les hautes sphères de la société corse sont gangrénées par ces dérives mafieuses. J'observe qu'il a été la plus haute autorité administrative et le plus haut représentant de l'État dans l'île. Je me dois d'écouter avec beaucoup d'attention ce qu'il a dit, parce que, en tout cas, dans la relation que j'ai eue avec lui, elle a été positive de mon point de vue pour la Corse, volonté d'apaiser lorsqu'il arrive à un moment terrible, à savoir l'assassinat d'Ivan Colonne, et je crois qu'il a su apaiser, discuter avec Gilles Siméone, discuter avec toutes les forces politiques de l'île, qu'il n'a eu de cesse que de vouloir servir l'intérêt général. Quand il dit cela m'inquiète, cela m'interpelle et j'espère qu'il pourra, y compris de là où il est, nous permettre de mettre fin à ce qu'il a identifié. En tout cas, j'espère qu'on est dans cette démarche-là, parce que je le répète, c'est vrai que nous avons notre part de responsabilité en Corse. L'Assemblée de Corse a raison de se saisir de ce sujet, a raison, si ça ne reste pas du verbiage, mais de faire des propositions. Mais évidemment, cela sera sûrement dit à l'Assemblée. Cette mission est avant tout une mission régalienne et je souhaite qu'elle le reste entre les mains de la police et de la justice. Donnons davantage de moyens à la police et à la justice pour éradiquer ce cancer de la voyoucratie, ce cancer de la drogue, car il n'y a pas de territoire qui puisse se développer de façon harmonieuse si des pressions sont exercées sur des citoyens, sur des élus, sur des magistrats, sur une administration, que ce soit par la force, par l'argent. Il faut combattre ces fléaux. Il ne s'agit pas de faire la morale non plus. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on peut tous être touchés autour de nous. Je vous le dis souvent, c'est ce que je crois être dur dans une société de 350 000 personnes, mais il faut les combattre, je répète, avec un challenge collectif et avec des mécanismes qui nous protègent les uns les autres. L'État qui n'a pas souhaité participer, ça sera en guise de conclusion, aux ateliers menés par l'Assemblée de Corse. Ça va peut-être changer, mais en tout cas, pour les ateliers qui sont passés, il n'a pas souhaité y aller. C'est vrai. Moi, j'avais regretté cela parce que, je répète, on ne pourra pas, chacun de notre côté, élus locaux, fonctionnaires d'État, dans sa différentes dimensions. Je pense que forcément, tout le monde doit être ensemble autour de la table et la réponse, elle doit être collégiale, une et indivisible. Merci Jean-Charles Orsucci. À demain. Bonjour, bienvenue. Nous accueillons Jean-Charles Orsucci cette semaine. Bonjour. Bonjour. On va parler transport avec tout d'abord une problématique qui concerne notre commune, la commune de Bonifacio, avec ses liaisons avec la Sardaigne qui sont interrompues depuis... Depuis pas toujours, parce que ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que en 1900, je me souviens, et j'habitais à l'époque sur le continent et je venais l'été à Bonifacio, je me souviens que le bateau qui était à Bonifacio, il faisait Bonifacio, Santa Teresa, la Maddalena. C'est-à-dire qu'on n'a pas progressé sur le sujet, on a franchement régressé. Ce qu'on vit aujourd'hui est un scandale, sans nom. Je me suis souvent retenu, je vous dis la vérité, parce que je trouvais pas très correct qu'un Corse, un Français, puisse émettre des critiques sur une ligne qui n'est appréhendée uniquement que par nos amis italiens et sardes. Mais là, j'arrive un peu à saturation, pour être honnête. Ces bateaux, ils polluent. Ces bateaux, ils sont chers. Ces bateaux, ils sont pas fiables. Ces bateaux, aujourd'hui, ils sont indignes d'une relation en 2025 dans l'Union européenne entre deux îles qui se veulent être des îles sœurs. Aujourd'hui, voilà, il y a une carence dramatique de la collectivité de Corse et de la région sarde.
Garde, et nous, maire de Santa Teresa et maire de Bonivacio, on est déçus. Petite parenthèse, je veux quand même insister sur un point. Vous m'interpellez en vous disant, oui, le maire de Bonifacio, il est aujourd'hui... non, sincèrement, sortons de cette vision-là. Je dirais presque économiquement, au moment où je vous parle, je pourrais presque vous dire, si la CCI et la collectivité de Corse, petite parenthèse, à l'époque d'ailleurs, j'avais tenté de récupérer la totalité du port et la collectivité s'était opposée à cela. Aujourd'hui, si ces quais, je les récupérais pour la commune de Bonifacio, en matière de nautisme, je gagnerais beaucoup plus d'argent et j'aurais beaucoup plus et je pourrais même garantir davantage d'emplois. Mais je pense que cette liaison, elle est fondamentale, pas pour ma commune, elle est fondamentale pour nos territoires respectifs. Et franchement, je vais essayer dans cette année 2025 de me donner au moins bonne conscience en ayant tout fait pour trouver le bon process, la bonne manière de faire avancer ce sujet. J'espère que voilà, les discussions, je dis comme vous, on nous dit que ça va arriver. Mais vous savez, ça fait 15 ans qu'on me dit que ça va arriver. Petite parenthèse, je rends hommage d'ailleurs à mon ami Alain Di Meglio, qui était le premier à avoir conceptualisé la continuité territoriale européenne. Moi, vous savez, La continuité territoriale, on en parle beaucoup avec l'Italie. Ouais. Mais vous savez qu'en réalité, et y compris depuis 10 ans que j'observe les nationalistes, cette continuité territoriale, et moi, voilà, là-dessus, je peux être des fois peut-être plus nationaliste que les nationalistes, c'est que bon, Marseille c'est bien, hein, je me sens français. On est dépendant de Marseille à chaque fois finalement. Mais bon, on est en 2025, j'étais candidat aux élections européennes. Pour moi, l'Italie, la France, c'est pareil, c'est l'Union européenne. Moi qui suis un fédéraliste, je suis très à l'aise sur ce sujet. Je pense que, vous savez, j'ai fait des campagnes territoriales en expliquant que les liaisons aujourd'hui économiques, elles sont plus fortes entre Lyon et Turin et entre Bordeaux et l'Espagne qu'avec Paris. Aujourd'hui, il serait presque naturel que nous ayons des relations plus fortes avec Gênes, avec Livourne ou avec Santa Teresa ou avec Porto Torres. Et je ne suis pas dans une vision bonifacienne. Moi, demain, vous me dites, on a des bateaux plus performants, plus petits pour Bonifacio, Santa Teresa, on s'attaque uniquement aux petits fret et aux petits véhicules. Et on met le paquet sur Propriane, Porto Torres, sur les gros porteurs. Je vous dis, c'est une superbe idée. Ça me paraît être dans l'intérêt de nos deux territoires. Bon, qu'on nous fasse une petite route digne de ce nom entre Propriane et Porto Vecchio quand même, hein, ce serait mieux. Voilà, sur les transports, vous savez, il y a beaucoup à dire. Hein. L'Union européenne qui n'est pas toujours très clémente avec la Corse en termes de transport. Non, parce qu'elle est d'essence libérale et que vous savez que, évidemment, lorsque l'on veut verrouiller, lorsque l'on veut empêcher, qu'on veut faire que sur du service public, forcément, l'Union européenne, elle réagit. Mais, sincèrement, j'ai encore en tête les discussions avec mon ami Clément Beaune, ministre des Transports à l'époque, qui m'a dit « Moi, je suis aux côtés de Gilles Siméone pour défendre les intérêts de la Corse ». Qu'ils ont réussi ensemble à défendre, hein, d'ailleurs, montrant bien que l'union fait la force. Et on est capable de faire comprendre à Bruxelles que certaines fois, il y a peut-être nécessité, pas peut-être, le 15 janvier, entre la Corse et le continent italien ou français, il y a nécessité à avoir une DSP. Et ça, l'Union européenne, je ne vois pas comment elle va nous le contester. Alors, peut-être il faut le dire aussi, peut-être que le 15 août, la DSP entre les ports corses et le continent, elle n'a peut-être pas lieu vraiment de elle va avoir du mal à se justifier au niveau européen. Petite parenthèse, si vous m'autorisez la digression d'ailleurs, parce que je profite d'être à votre antenne et ça permet de dire les choses et de les dire bien. Je fais le parallèle avec le transport aérien. J'étais encore fou la semaine dernière lorsqu'un ami m'a montré le prix du billet entre Figari et Paris pour venir en avril en Corse. 900 €. Est-ce que vous imaginez pour faire un aller-retour entre la Corse et le continent? Je ne vous ai pas dit le 15 août, hein, j'insiste bien. Le 15 août, personne, 900 €? Une personne, 900 €. Billet d'avion pour venir entre la Corse et le continent. Entre le Paris continent et la Corse. Donc, moi, je vous dis simplement, pour les hôteliers de la Corse entière, comment vous pouvez vendre un week-end une chambre à 100, 200, 300 €, un logement que vous louez avec un billet à 900 €. Si c'est Air France, il faut mettre fin à cela et il faut qu'ensemble on arrive à mettre fin à cela, puisque le président exécutif me disait que le problème venait d'Air France. Donc si c'est cela, il faut qu'ensemble on réagisse. Air France qui avait tenté de se désengager, hein, et vraisemblablement. qui est resté pendant oui, mais bon, le dossier de DSP. Je reste là aussi de ce que je connais. Alors je suis pas un spécialiste ni du droit aérien ni des entreprises, mais je crois savoir qu'Air France reste quand même sous le giron de l'État. Ben, je pense qu'on a suffisamment le moyen de se faire entendre en Corse pour excusez-moi, obliger Air France à nous respecter. Même si on les a obligés à rester, on doit aller au bout de la logique, parce que ça, aujourd'hui, c'est mortifère pour la Corse et pour notre économie locale. Voilà, sur les transports, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, et vous le savez,
c'est une des clés de voûte d'une réussite économique. Et j'y vais par étapes pour rendre la Corse riche, autonome, et pour pouvoir redistribuer ses richesses. Il faut le prendre dans l'ordre. Et le billet à 900 €, des transports avec la Sardaigne tels qu'on les subit aujourd'hui, honnêtement, on n'en prend pas le chemin. Merci beaucoup Jean-Charles Orsucci, à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine avec Jean-Charles Orsucci. Bonjour. Bonjour. On parlait des transports ce matin, forcément on va parler des chambres de commerce avec ce blocage qui avait eu lieu par rapport à cette réglementation. Les choses semblent réglées aujourd'hui, bien que il y a toujours ce doute juridique qui peut persister. Oui, moi, alors, de l'extérieur, là encore, pas spécialiste de la question, il y a des lois, hein, et il est normal que l'État, à travers son contrôle de légalité, essaye de faire respecter la loi. L'État qui a aussi les moyens de la modifier, l'État qui a aussi les moyens d'accompagner la collectivité de Corse et les CCI pour atteindre notre objectif commun qui doit être l'intérêt général. C'est vrai que là-dessus, il faut qu'on ait en tout cas une vision commune, partagée, même si moi, il y a des fois où je me pose des questions, hein, je vous prends des exemples concrets. La gestion de l'aéroport de Figari, par exemple, moi, j'aurais bien vu demain la communauté des communes Sud-Corse la prendre en gestion, parce que voilà, je pense que quand on est un décentralisateur, quand on est un Girondin, qu'on s'applique certaines théories, il faut aller jusqu'au bout. Et des fois, j'ai comme l'impression que le port de commerce de Porto Vecchio, de Bonifacio, je pense que notre aéroport, peut-être que ça serait bien que ce soit notre territoire qui le contrôle, parce que voilà, on est sûr au moins qu'on fera plus le procès à d'autres territoires de ne pas nous aider dans nos choix propres, et voire même d'être des fois un petit peu tributaires des choix faits par nos amis ajacciens ou bastiais. On est girondin avec Paris, on est jacobin avec le Grand Hôtel. En tout cas, je l'observe et vous savez, c'est ce qu'on craignait après le jacobinisme parisien, le jacobinisme alors ajaccien parce que la collectivité de Corse est à Ajaccio. Demain, on pourrait subir ce centralisme que tout le monde appelle de ses voeux chambre régionale d'agriculture, de commerce, etc. En se disant, ce qui est vrai, semble vrai, on est un territoire de 300 000, 50 000 personnes et que la multiplication des structures n'a pas trop lieu d'être. Et normalement, on est censé, quand on est ensemble, on est plus fort, quand on est ensemble, on a une vision territoriale, d'aménagement du territoire. Bon, vous savez, mais quelques passages, y compris à la collectivité de Corse, pour montrer que des fois... Il y a un peu d'ironie. À peine. Un soupçon. Je vais vous dire, je vais être très clair, je pense que le clivage droite-gauche nationaliste ou d'autres aujourd'hui, il est nettement moindre que le clivage territorial dans notre île. Hein. Je vous le dis, c'est un élément culturel qu'il faut intégrer. Et voilà, je ne veux pas être dans la parano du territoire de l'extrême sud, mais j'y étais pas du tout dans cet état d'esprit quand j'avais 20 ans, hein, que je militais dans les organisations syndicales. À 53 ans, après 16 ans de mandat à la tête de la commune de Bonifacio, je peux vous dire que j'ai évolué sur le sujet. Est-ce qu'on fait encore de la politique aujourd'hui ? Pas suffisamment. Alors, vous savez, il faut prendre un peu de recul par rapport à tout cela. Je vais là aussi peut-être pas plaire à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent, mais je crois quand même que la Corse de 2025, sur bon nombre d'angles, elle va mieux que la Corse de 1980 ou 1970. Oui, il y a des phénomènes, la drogue, on en a parlé, qui à mon avis est beaucoup plus prégnante, la disparition de notre société agro-pastorale et certains stints qu'on avait. Mais vous savez, je souris en vous le disant parce que, par exemple, moi qui à 20 ans combattais le clan, la dérive claniste, etc., j'observe premièrement que ceux qui ont voulu le combattre l'incarnent à merveille et procèdent exactement des mêmes turpitudes. Et à la fois, je le regrette et à la fois, j'observe aussi que cette vision-là, c'était aussi peut-être une conséquence d'une certaine culture que nous avions qui, par certains côtés, nous protège, nous a protégés, nous protège, la solidarité, l'entraide. Alors, évidemment, lorsque c'était pour un emploi public et qu'on allait disqualifier la personne la plus compétente, on ne pouvait que dénoncer le système, mais il y avait une forme de solidarité quand même. Voilà, je pense que jamais rien n'est manichéen. Et ça, c'est peut-être plus je vieillis, plus je me centralise. Pourtant, je le suis depuis l'âge de 18 ans, mais je continue à ne pas être sur les extrêmes. Mais en tout cas, sur le sujet, voilà ce que je peux vous dire.
Merci beaucoup Jean-Charles Orsucci. Merci d'avoir passé cette semaine en notre Un compagnie. plaisir. On retrouvera cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site web et nos réseaux sociaux. Et puis à bientôt, ça va aller très vite. Hein, là. Il y a des Ouais, scrutins qui vont arriver je très crois très qu'on va vite. se revoir. On va se revoir. Ouais.